Madame la maire, que je félicite au passage pour l'heureux événement qui est survenu aujourd'hui, donc la veille de la fête des mères, c'est quand même un hasard, peut-être pas tout à fait un hasard de calendrier. Bon, monsieur le premier adjoint, cher Alexis, mesdames et messieurs les intervenants de cette journée, mes sœurs et mes frères des loges organisatrices, et je suis heureux que ce projet ait été mené, non pas à son terme, mais en tout cas à cette étape dont nous avons parlé depuis de longue date, mes sœurs et mes frères, car je reconnais un certain nombre de visages de francs-maçons, chers amis, mesdames et messieurs, parce qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui ne sont pas francs-maçons et qui participent à cette journée, je m'en félicite. Je voulais te dire deux choses en introduction, mais sans être trop long, parce que je vois bien que la journée a été copieusement remplie. La première, c'est que le Grand Orient de France est à sa place dans la capacité à monter un événement comme celui-ci, où des loges dialoguent avec, on va dire, des savants, des experts, et avec des citoyens, des citoyennes. Je crois que c'est ça le vrai débat civique et citoyen dont la France a besoin aujourd'hui. Et ça me semble être une mission particulière du Grand Orient de France, qu'il assume d'ailleurs depuis de très nombreuses décennies, et dont on a peut-être encore plus besoin aujourd'hui, compte tenu de la situation compliquée, je vais y revenir, dans laquelle nous nous trouvons. Et puis je voulais aussi me féliciter de ce partenariat pour la circonstance avec la mairie du 9e, parce que je pense que c'est la première fois qu'on fait ça, ou en tout cas la première fois depuis longtemps. Et nous sommes effectivement dans la mairie d'arrondissement du siège du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France est installé rue Cadet depuis 1853, donc ça date pas d'hier. Et je crois que, effectivement, loger cette conférence dans le cadre d'un arrondissement, d'une mairie d'arrondissement, d'une commune, peut-être y en a-t-il trop, mais en tout cas dans une municipalité, me paraît politiquement et symboliquement important. Voilà. Alors, je ne vais pas refaire les débats d'aujourd'hui, je n'en ai pas évidemment la compétence, mais j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à écouter ce qui s'est dit dans la dernière des tables rondes, et je voulais peut-être mettre l'accent sur 3 points qui correspondent aussi à ce que j'entends quand je visite les loges du Grand Orient de France, parce que cette question de repenser la République en danger, l'avenir de la République, elle se traite par beaucoup d'ateliers du Grand Orient de France, c'est un peu un fil rouge, parce que les francs-maçons ont une conscience républicaine particulièrement aiguë, et que, à travers ces questions, à travers ces thématiques, ils entendent faire partager leurs convictions, leurs réflexions, et de l'ensemble des débats auxquels j'ai pu assister, je retiens trois points qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est qu'il faut repenser la République, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas de République s'il n'y a pas d'État. Ça paraît évident, mais nous vivons aujourd'hui une période, non pas simplement de crise de l'État, mais de ce que j'appellerais une période de mise à mort des États. Et il ne faut pas sous-estimer le danger de cela. Mise à mort à plusieurs titres. La première remarque qui s'impose, c'est les effets de ce que nous appelons la mondialisation. La question n'est pas de savoir si on peut démondialiser la société, c'est comme si on voulait revenir sur le fait que Christophe Colomb ait découvert l'Amérique. Bon. Mais la mondialisation aujourd'hui a pris un tour et un accent qui, incontestablement, nous fait vivre une vraie rupture par rapport à tous les processus de libéralisation des échanges qu'on a pu connaître depuis l'après-guerre. J'en prendrai un exemple, c'est la discussion en cours sur le traité transatlantique. On ne sait pas quand cette discussion aboutira, bien malin qui pourrait le dire, on ne sait pas même si elle aboutira, mais il est quand même intéressant de s'interroger justement sur les principes qui sous-tendent cette discussion et qui sont révélateurs d'un état d'esprit mondialiste particulièrement inquiétant. Et je retiendrai quelques exemples, c'est notamment l'idée que finalement les États ne seraient
qu'un acteur parmi d'autres, à égalité avec les entreprises, et que lorsqu'il peut y avoir des différends à propos des législations nationales, eh bien, les entreprises pourraient convoquer devant les juridictions des pays les États, qui seraient ainsi sommés de modifier leur législation dans les meilleurs délais. Et en cas de différend, on imagine même de pouvoir se passer de l'arbitrage des juridictions en promouvant ce qu'on appelle des procédures d'arbitrage. On a vu ce que ça a donné, l'arbitrage en France, il n'y a pas longtemps, à propos d'un cas particulier. Donc tous, et effectivement, ajouter à cela l'idée que les États pourraient être condamnés par des entreprises. Donc je crois que c'est une évolution qui est particulièrement inquiétante parce qu'elle reflète une idéologie anti-étatiste. Alors en disant cela, je ne suis pas un étatiste, comment dire, arriéré, mais encore une fois, cela veut dire qu'on perd complètement de vue la notion d'intérêt général. Et sans intérêt général, il ne peut pas y avoir de république. C'est ce que vit déjà d'ailleurs le Canada dans le cadre du traité commercial qu'il a passé avec les États-Unis. Et donc je ne sais pas ce que nous réservera le traité transatlantique, mais en tout cas, il est annonciateur d'une véritable idéologie de démantèlement de l'État. Et on doit, je pense, nous francs-maçons, être particulièrement vigilants et attentifs sur cela pour effectivement rappeler qu'une société, même au plan mondial, n'est pas une juxtaposition d'intérêts économiques et a fortiori d'individus isolés les uns des autres. Bon. Alors, je dis qu'on vit une période de rupture parce qu'il y a eu une période, on va dire, vertueuse ou glorieuse de la libéralisation des échanges. C'est ce que nous avons connu à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où globalement il y avait une sorte d'alignement des planètes, c'est-à-dire que, un, les échanges se libéralisaient, deux, les États étaient encore souverains, ils affirmaient des politiques industrielles, ils donnaient le sentiment de maîtriser le cours des choses. Prenez la grande époque pompidolienne des années 70, où à l'époque on construisait des centrales nucléaires pour s'affranchir de la dépendance énergétique, et tout le monde était très fier de cela. Et en même temps, il y avait une incarnation politique, c'était la grande geste gaullienne, malgré ou à cause du 13 mai 1958. Bon, coup d'État, certes, mais il n'y a pas eu de prisonniers politiques et pas de morts, ce qui pour un coup d'État est quand même une exception. Bon. Mais bon, cela étant, la légalité républicaine a été fragilisée, c'est vrai. Et tout ceci apparaît maintenant comme appartenir à un monde totalement dépassé, parce qu'au contraire, on en est à l'époque de l'impuissance des États, et de ce fait, on ne peut qu'être inquiet. Le deuxième élément que je voudrais ajouter pour replacer justement la question de la République dans un contexte mondial, à côté de la mondialisation, il y a les effets, on va dire, délétères du démantèlement européen. Cette construction européenne qui a été posée comme d'abord un facteur de paix, de réconciliation des peuples et des nations, a pris la voie du marché commun, bon, parce que l'Europe politique n'a pas été possible, et Pierre Mendès France a suffisamment déploré, lui qui était un Européen convaincu, cet échec-là, et a pris la voie d'un marché commun qui a terminé ou s'est terminé dans une libre circulation des biens, des services et des personnes. Mais là encore, d'une certaine manière, en choisissant le consommateur et non pas le citoyen, un choix idéologique s'est effectué au détriment des souverainetés, au détriment des États. Et on voit bien aujourd'hui que l'Europe est une Europe qui finalement avance à reculons, si je puis dire, et qui suscite une désaffection toujours croissante, et en tout cas ne fait plus rêver, au point même que nous allons savoir dans quelques semaines si l'un des membres de l'Union européenne quittera ou pas le navire. Bon. Je pense de toute façon que, quel que soit le résultat, hélas, ça ne changera pas grand-chose. Au sens où, si effectivement la Grande-Bretagne venait à quitter l'Union européenne, il n'est pas certain que l'Union européenne prendrait conscience du choc pour se réformer de l'intérieur. Et si la Grande-Bretagne continue à rester dans l'Union européenne, il y a de fortes chances à parier que l'Europe restera prisonnière de cette incapacité d'avancer et de se réformer également. Donc c'est quelque chose de particulièrement anxiogène. Mais on voit bien que là aussi, on ne pourra pas parler de république s'il n'y a pas un État et des États qui sont capables de construire une véritable
politique européenne, peut-être pas à 28, ça pose la question du périmètre de l'Europe politique à construire, mais sans Europe politique, eh bien, les États ne reconquéreront pas la souveraineté et les marges de manœuvre qu'ils ont perdues quand ils sont prisonniers de ce que j'appellerais la guerre de tous contre tous, et où finalement, c'est la guerre de tous contre tous, c'est cette sorte de concurrence permanente qui, effectivement, oppose les différents États de l'Union européenne. Et cela, c'est un véritable problème parce que mondialisation d'un côté et impéritie de l'Europe de l'autre, eh bien, toutes les conditions sont réunies pour que le cocktail explosif, si je puis dire, fasse des malheurs et, quelque part, soit effectivement à l'origine de troubles plus profonds. On le voit d'ailleurs également avec la montée des populismes en Europe, dans différents pays, populisme dont nous ne sommes pas épargnés et qui frappe à la porte des institutions dans différents États. Je vous renvoie aux récentes élections qui viennent d'avoir lieu en Autriche la semaine dernière. Cela a aussi un autre effet, c'est d'entraîner ce que j'appelle la contestation souverainiste des acquis de la construction européenne. Cette contestation souverainiste, on la voit de la part d'un pays comme la Grande-Bretagne quand elle décide de vouloir remettre en cause la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme. Bon. C'est un vrai paradoxe quand on sait que l'Angleterre est très certainement le premier pays de l'état de droit en Europe, historiquement parlant. Et c'est quelque chose évidemment qui ne peut que nous préoccuper parce que nous nous flattons des grands textes qui effectivement ont permis de consacrer les droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de 1957 est aussi un grand texte. Et quand on voit la contestation souverainiste de l'ordre juridique européen, eh bien on ne peut là aussi que s'inquiéter des conséquences que cela pourrait entraîner. Donc on voit bien que d'un côté, en ce qui concerne la mondialisation, sans vouloir refaire l'appel de Philadelphie ou Bretton Woods, il est nécessaire de remettre des règles dans les relations entre les États au plan mondial, et les dérégulations sont un chemin qui nous conduit vers l'enfer, et sans règles partagées par l'ensemble des États, eh bien, il y a de fort à parier que nous irons de mal en pis, et côté européen, il est nécessaire de remettre une construction entre pays qui souhaitent effectivement converger entre eux, se donner peut-être plus de passerelles qu'il n'en existe, et cela peut passer effectivement par l'harmonisation de politiques sociales, des politiques fiscales, des politiques économiques plus généralement, et également à travers la possibilité de constituer des alliances économiques importantes pour que l'Europe effectivement retrouve une part de souveraineté qu'elle tente à perdre progressivement. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, par rapport à la question de repenser la République, c'est que effectivement on est dans un débat très franco-français, puisqu'on en est quand même à la 5e, et régulièrement dans son histoire, la France s'est posé la question de ses institutions par rapport aux difficultés auxquelles elle était confrontée. C'est un cas quand même assez particulier parce qu'on est environné de nombre de pays qui n'ont pas forcément connu les mêmes difficultés. Les institutions américaines, depuis la guerre de sécession, n'ont pas été remises en question. La Grande-Bretagne, pour faire vite, depuis la glorieuse Révolution, a vécu sur des institutions qui ont évolué de façon plus ou moins pacifiée. Alors plus récemment, dans le cadre de l'Union européenne, on a l'exemple de l'Italie, qui est passée de la première à ce qu'on appelait la deuxième constitution, qui est un pays gangréné effectivement par différents maux. Mais c'est vrai que la France est un pays qui régulièrement se pose la question de ses institutions. Et malheureusement, la science politique, quels que soient les exposés brillants que nous pouvons écouter, la science politique ne délivre pas chaque État de la singularité historique de ses institutions. Parce que s'il suffisait de plaquer le système électif allemand pour régler les problèmes français, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de symbiose à réaliser entre l'esprit d'un peuple, pour parler comme Montesquieu, les institutions qui semblent lui aller, l'histoire qui a été la sienne, et il y a une sorte d'alchimie, presque maçonnique, je dirais, l'alchimie à réaliser pour qu'effectivement un pays se reconnaisse dans les institutions qui le constituent, et d'une certaine façon,
contribue à le porter et à le faire vivre. Alors, encore une fois, on voit bien que dans le cas français, nous avons aujourd'hui différentes difficultés sur lesquelles je n'insisterai pas parce que ça a été très bien expliqué, mais de façon un peu récurrente, on voit comment les partis de gouvernement se trouvent pris en tenaille entre des contestations de tous les extrêmes, avec des partis de gouvernement dont la base électorale ne cesse de se rétrécir. Aujourd'hui, le premier parti de France, c'est quand même le parti d'abstention. En moyenne, un électeur sur deux se déplace au scrutin, l'élection présidentielle faisant exception, on verra la prochaine, mais en règle générale, c'est un électeur sur deux, et effectivement, vous avez souligné un ensemble de biais qui ne permettent pas non plus d'assainir la situation, le fait que 25% les électeurs du Front National ne sont pas représentés, le fait que le régime majoritaire uninominal à 2 tours, le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, effectivement, ne favorise pas la fluidité partisane. Ça, c'est quelque chose d'important parce que, on dit, les institutions britanniques ont évolué pacifiquement au fil du temps, mais entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XXe siècle, le vieux parti libéral Whig a disparu, le parti travailliste est apparu, l'un a remplacé l'autre, et tout ça s'est fait de façon assez fluide. Bon. La France est au contraire un pays où effectivement le système institutionnel est tellement verrouillé qu'il y a une sorte de blocage qui empêche cette fluidité, cette évolution. On pourrait d'ailleurs, à cet égard, comparer la situation de notre pays avec celle d'autres pays voisins, comme l'Espagne, où on voit des nouveaux partis émerger. Bon, alors, c'est pas aussi simple que ça, puisque 3 mois après les élections, il n'y a toujours pas de gouvernement. On voit qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais on voit des pays voisins dans lesquels il y a effectivement une transformation partisane que nous ne connaissons pas dans notre pays. Alors, évidemment, la question du débat sur les institutions, je partage ce qui a été dit. La réforme du septennat en quinquennat est une réforme inaboutie parce que, ou bien, pour faire simple, nous sommes dans un régime de quinquennat, mais il faut aller vers un régime, on va dire, présidentiel, on va dire à l'américaine, où globalement le président de la République ne perd le pouvoir de dissolution, mais il ne peut plus être renversé. Bon, c'est quelque chose d'envisageable, on n'est pas allé jusque-là. Hein. Ou alors, il faudrait revenir au septennat, comme cela a été souligné, bien entendu, y compris en envisageant qu'il ne soit pas renouvelable, mais on voit bien que la réforme qui a été faite nous a laissé au milieu du gué, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons un certain nombre de difficultés. Bien entendu, tout ce qui touche la limitation des mandats dans le temps, ça c'est très cher aux francs-maçons. Donc là, je crois que ce serait quelque chose de très révolutionnaire, en tout cas, d'arriver à faire en sorte que les mandats politiques dans notre très chère République soient limités dans le temps. D'ailleurs, on a beaucoup plus travaillé la question du cumul. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre de parlementaires qui m'ont confirmé qu'il avait été beaucoup plus facile de traiter la question du cumul que la question de la limitation dans le temps. Et oui, parce que la limitation dans le temps favorise cette professionnalisation de la politique qui est effectivement un des fléaux dont beaucoup se plaignent. Je voudrais... Bon, je ne passerai pas en revue l'ensemble des points qui ont été soulignés, parce que oui, la notion de conflit d'intérêts, je pense que notre pays a beaucoup à progresser sur le sujet. On a une conscience assez mince de la notion de conflit d'intérêts. Les questions des ministères, la question des candidats battus, tout ça me paraît effectivement important. Je voudrais aussi revenir sur un point qui me paraît essentiel, parce qu'il faut revenir aussi au sens premier du mot république, c'est que, vous l'avez rappelé d'ailleurs, mais le régime républicain, c'était l'opposé du régime tyrannique. La République s'opposait à la tyrannie. Donc ça renvoyait à une certaine idée que le bon régime était un régime modéré. Ce régime modéré, il a trouvé une institutionnalisation à partir du XVIIIe siècle dans l'état de droit. La Déclaration des droits de l'homme, elle consacre quelques libertés qu'on appellera plus tard liberté publique, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, mais elle consacre surtout des règles constitutives de l'état de droit, c'est-à-dire les peines sont proportionnées au délit. C'est pas pour rien que Voltaire, qui était franc-maçon, s'était battu dans le cadre de l'affaire du Chevalier de la Barre pour dénoncer la barbarie de la justice française. Et donc c'est important aussi de voir qu'il n'y a pas de république sans état de droit. Sans état de droit, et de ce point de vue, on peut effectivement contester la composition du Conseil constitutionnel, mais l'état de droit fixe des limites aux droits de l'État.
Et ça, c'est une progression dans l'ordre juridique et politique des sociétés. C'est très lié aux démocraties, parce que là où il n'y a pas d'état de droit, on a vu dans l'histoire qu'en règle générale, il y avait des états totalitaires. Alors l'état de droit, il y a les questions qu'on peut se poser sur le Conseil constitutionnel. Il y a effectivement un certain nombre de points essentiels de ce point de vue-là, mais je crois qu'on doit aussi être attentif à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est-à-dire que la loi pénale, par exemple, qui est en cours de discussion au Parlement, et qui tente à transcrire dans l'ordre juridique français ce qui semblait relever de l'état d'urgence, doit nous interpeller. Que ce soit sur les assignations à résidence, que ce soit sur les perquisitions administratives, que ce soit sur les pouvoirs de police. Il est vrai, et je ne l'oublie pas, que nous vivons une période d'intense fragilité avec des menaces terroristes qui pèsent sur notre pays et qui ne sont pas à négliger, mais prenons garde, nous citoyens qui nous préoccupons du bien commun, prenons garde que cet état de droit ne soit pas progressivement vicié à travers un ensemble de dispositifs législatifs qui, bien évidemment, ne devrions nous mobiliser. J'ajouterai aussi un autre point, c'est le fait que la critique des institutions, évidemment, à raison du blocage que l'on constate, critique récurrente, passe parfois d'une critique des institutions à la critique de la République elle-même. Je citais de ce point de vue la menace des extrêmes. Je pense que là aussi, l'histoire nous apprend beaucoup. L'idéalisation du peuple, d'un côté, ne peut pas nous laisser indifférents. Et je crois que c'est un point qui doit être là aussi bien perçu et bien compris. Parce que autant il est important de s'inquiéter de la participation citoyenne à la vie publique et à la vie politique, mais en tout cas, ça n'est pas dans une sorte de dramaturgie du peuple retrouvé, que cette vie politique, à mon avis, pourra se ressourcer. Et puis, il y a une autre critique qui est encore plus préoccupante, c'est ce vieux fond d'anti-républicanisme d'origine Ancien Régime, qui notamment alimente les courants de droite extrême. Idée que la République, finalement, est une organisation contre nature, que 1789 a rompu le cours naturel des choses, que le fait de placer les individus dans une égalité de situations et de conditions était contraire à la hiérarchie qui doit toujours exister entre le ciel et la terre, et que finalement les hommes ne sont pas faits pour se gouverner par eux-mêmes. Cette critique-là n'a jamais disparu. Et la République, certains de ces calomniateurs appelés la gueuse, la République doit toujours se mobiliser dans ce combat contre ses ennemis, parce que si ceux-là, historiquement, ont été vaincus, ils ne l'ont pas été, je dirais, philosophiquement. Et cette critique, malheureusement, refait surface à différents moments, et je dirais que lorsque certains représentants élus expliquent qu'ils se sentent saoulés par les valeurs de la République et que la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont qu'un détail de notre histoire politique, j'ai déjà eu l'occasion de dire ça dans un rassemblement au 1er mai, évidemment, on ne peut qu'être inquiet d'entendre de tels propos. Parce que, d'une certaine façon, certains aujourd'hui s'autorisent à rompre les règles du pacte républicain sur lesquelles notre société démocratique s'est fondée de façon constante, en tout cas depuis l'après-guerre. Bien avant, mais malheureusement, on a vu ce qui était arrivé à la République ultérieurement. Enfin, le dernier point, sans être trop long, sur lequel je voudrais insister, c'est que, effectivement, la question de la participation est essentielle, et aujourd'hui, on est confronté à ce qu'on pourrait appeler une forme de désenchantement citoyen. Ce désenchantement, ce n'est pas le désenchantement weberien dont les philosophes se réjouissent. C'est un désenchantement beaucoup plus inquiétant, parce que la République et les grands hommes qui l'ont faite, de Jaurès à Clémenceau, l'avaient dit, la République s'incarne dans une promesse sociale, dans une démocratie sociale, et quand on voit aujourd'hui que beaucoup n'y croient plus, parce qu'effectivement, on constate les échecs de l'intégration, on constate les échecs de l'école, on constate aussi la progression de l'insécurité, on constate le retour de la guerre, tous ces éléments donnent le sentiment que, eh bien, la République égale l'échec. Et ça, nous devons en prendre conscience, et nous devons trouver dans ces motifs-là de désenchantement des
des sujets de réflexion, de travail, pour inverser ces tendances qui sont des tendances de plus en plus lourdes et qu'on ne doit pas percevoir comme des fatalités insurmontables. Le deuxième point aussi sur le désenchantement citoyen, cela renvoie à la phrase de Péguy, il n'y a pas de république sans politique et sans mystique. Il faut une transcendance républicaine. Elle s'est incarnée dans le patriotisme, elle s'est incarnée dans certains symboles, elle s'est incarnée dans certaines commémorations, et effectivement, il faut être capable de redonner à la République aussi cette grandeur qu'il a faite et à travers laquelle elle a su rassembler un grand nombre de citoyens. Mais c'est un combat qui doit se mener dans un contexte évidemment très particulier qui est celui de ce début de siècle, qui est le XXIe siècle, c'est-à-dire une société interculturelle. Je préfère dire interculturelle que multiculturelle. Une société interculturelle, parce que, là aussi, revenons, n'oublions pas le monde auquel nous appartenons. Nous savons que nous passerons de 7 à 9 milliards d'habitants sur la planète d'ici la fin du XXIe siècle. Il y a fort à parier que les gens ne resteront pas nécessairement là où ils sont nés. Bon. Donc, il y aura incontestablement un brassage ethnique encore plus fort dans les décennies à venir, et quand nous nous retrouvons dans 50 ans, ou 70 ans, pour faire la suite du colloque, eh bien, nous verrons que, effectivement, le métissage aura encore beaucoup progressé. Et donc, la nécessité de l'intégration, la nécessité de faire société ensemble, sera encore plus prégnante. C'est la raison pour laquelle je ne développerai pas trop ce point ici, parce qu'il est bien connu pour beaucoup dans la salle. C'est la raison pour laquelle la laïcité reste aujourd'hui le pilier de cette capacité à faire une communauté de citoyens capables de dépasser ses origines, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ethniques ou autres. Et sans laïcité, eh bien, au contraire, on ne peut aller que vers un démantèlement de la société. Donc voilà ce que je voulais dire sans être trop long, parce qu'il est déjà 18h40. Mais attention, quand on parle de la République, à ne pas perdre de vue que nous sommes effectivement pris en tenaille entre le risque du démantèlement de l'État et le risque du démantèlement des sociétés. Et si nous ne savons pas conjurer ces deux menaces qui pèsent lourdement sur nos sociétés, mais pas que sur la France, si nous ne savons pas conjurer ces deux menaces, le risque est fort que nous continuerons de repenser la République, mais hors sol. Et il est indispensable, au contraire, que nous soyons tous à la fois citoyens militants, que la franc-maçonnerie c'est aussi une école du militantisme, nous soyons tous aux avant-postes de ce combat pour la République, pour que justement le puzzle ne se délite pas définitivement et de manière mortifère pour les décennies à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention.